armes. Il y a la légitime défense et le cas de force majeure, estime à des spécialistes en sécurité. Radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. L'expert électoral Ndiaga Sila parle de 2 poids 2 mesures. Il évoque les cas de Khalifa Sall et de Karim Wade, à suivre son argumentaire dans ce journal. Ce phénomène de plus en plus récurrent et qui se propage dans plusieurs pays, les attaques contre les représentations diplomatiques sénégalaises à l'étranger, les auteurs s'exposent à des sanctions qui peuvent aller jusqu'au rapatriement, même si certains parmi eux ont la double nationalité. L'inquiétude des Sénégalais établis au Niger par rapport à une éventuelle intervention militaire, l'idée n'est pas écartée par la CEDEAO, même si l'option privilégiée reste la négociation. Vous entendrez le cri du cœur de nos compatriotes. Nos rendez-vous habituels, le journal international, ce sera avec Georges Deke-Diop. Le sport, Cheikh Tidiane Diagne, la presse du jour, Mohamed Ali Mouba. Point de vue justement sur la situation au Niger, la CEDEAO qui privilégie le dialogue, même si l'organisation sous-régionale dit ne pas écarter une intervention militaire. Quelle analyse en faire? Nos 2 intervenants tenteront de répondre à la question. Ce sera en fin de journal. Mohamed Lamine Sow est à la technique, bienvenue. Cette question, dans quelles circonstances est mort un jeune à Rufisque, un jeune candidat à l'émigration irrégulière? Pour le moment, c'est encore le flou. La gendarmerie et la police sont intervenus pour tenter de s'opposer au départ d'une pirogue de migrants. Dans ce midi, nous avons demandé à un gendarme qu'est-ce qui pourrait donc justifier des tirs de ce genre. Dans quel cadre la police ou même la gendarmerie peuvent-elles faire usage de leurs armes? Réponse dans ce mini-dossier signé Mohamed Ali Mouba. Un tir qui part au milieu de migrants. Un mort. La police et la gendarmerie tentaient de s'opposer sur la plage de Rufisque au départ des migrants. La victime, un jeune de 19 ans, candidat au départ à l'émigration irrégulière. Une bavure, légitime défense, l'enquête va éclairer. Mais question, dans quel cas les forces de défense et de sécurité peuvent être amenées à faire usage de leurs armes? Sankoum Fati, colonel de gendarmerie à la retraite. En général, il faut savoir que c'est dans le cadre général de la légitime défense. En dehors des cas de légitime défense, il est également permis d'utiliser les armes. Ce que, si c'est comme le cas des personnes qui sont dans, disons, dans un véhicule, en tout cas, dans un moyen de transport, et qui ne transfèrent pas à l'ordre d'arrêt. Donc, et il n'y a pas d'autre moyen de les arrêter que par l'usage des armes. Tout chaque fois on dit qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'usage des armes. Donc on voit l'état de nécessité de pouvoir utiliser les armes. Ce que l'on sait, c'est que la police et la gendarmerie ont été amenés à intervenir alors qu'un groupe de migrants s'apprêtait à prendre le large. Le procureur de la République a instruit la section de recherche de la gendarmerie d'enquêter pour tenter d'en savoir davantage sur ce qui s'est passé à la plage de Rufisque ce jeudi. Mohamed Ali Mouba, et puis ce phénomène de plus en plus récurrent plutôt et qui se propage dans plusieurs pays, les attaques contre les représentations diplomatiques sénégalaises à l'étranger, les auteurs s'exposent à des sanctions qui peuvent aller jusqu'au rapatriement, même si certains parmi eux ont la double nationalité. Salimata Aou. Milan, Londres, Paris et récemment à Genève, des Sénégalais sont les auteurs d'attaques de représentation diplomatique. Pour le président de l'ONG Otra Africa, c'est regrettable et ces manifestants risquent gros. Souleymane Alou Diallo. Nous avons vu que ça a repris à Ottawa et à Londres. Donc si l'État du Sénégal se plaint auprès de ces nations, cela peut faire source de poursuites judiciaires. Donc les auteurs de ces actes peuvent être présentés devant un juge. C'est selon les pays. Dans certains pays, ces voies de fait, agression est considérée comme un crime. Donc ils peuvent faire l'objet d'emprisonnement ferme. Et dans d'autres pays, c'est juste un délit, ils peuvent bénéficier d'une amende. Mais quel que soit Alpha, l'un comme l'autre, les citoyens sénégalais qui sont à l'extérieur, ils n'ont qu'à voir avec qui ils s'accompagnent pour s'attaquer à ces consulats. Par certains parmi eux ne savent qu'ils bénéficient d'une nationalité, ils seront jugés selon la loi des pays, et ceux qui n'ont pas la nationalité peuvent faire l'objet d'extradition et ramener au Sénégal. Manifester est un droit, mais commettre des actes de barbarie, ce n'est pas normal, déclare Boubacar Seye. Selon le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, le mal risque de se retourner contre eux. Vous comprendrez tous avec moi qu'aujourd'hui, pour faire des papiers, pour rapatrier des corps, etc., il faudra s'adresser au consulat. Maintenant, si on saccage ces consulats, vous verrez que le mal risque de retourner contre nous-mêmes. Et même dans les perspectives de solution, vous avez vu que nous avions eu à proposer à l'État du Sénégal
une nouvelle cartographie de sa diplomatie avec de nouvelles juridictions. Maintenant, si on se permet de les saccager, ça peut ne pas encourager l'État. Donc voilà, moi je voudrais... Des Sénégalais basés en Europe manifestent leur colère en saccageant des biens publics. Ceux de Genève sont activement recherchés. Selon nos interlocuteurs, ils risquent de payer très cher. Salimata a vu le coup d'État au Niger. Hier, le président ivoirien a évoqué une possible intervention militaire. Des Sénégalais qui vivent dans ce pays se sentent dans une totale insécurité. Certains ont été même menacés si jamais la CEDEAO passait à l'acte. Leur réaction avec Seydou Nourouba. On commence à recevoir des menaces verbales, je peux dire, en causant. Des Sénégalais établis au Niger vivent dans une inquiétude et une incertitude totale. Dans un restaurant, alors qu'il prenait tranquillement son déjeuner, ce Sénégalais a été menacé et n'avait d'autre choix que de se calmer. Ils m'ont injurié devant tout le monde. Je me suis calmé parce que je n'avais pas le choix. J'ai même pas pu terminer mon plat parce que je n'étais pas en sécurité. Mbao, un autre Sénégalais, demande au chef de l'État Macky Sall et à son gouvernement de revoir le contenu des discours et de penser à la sécurité des Sénégalais de la diaspora, particulièrement ceux de la sous-région. On commence à recevoir des menaces verbales, je peux dire, en causant. Le 27 juillet dernier, Macky Sall avait fermement condamné le coup d'État militaire au Niger. Hier, à l'issue du second sommet sur la situation à Abuja, au Nigeria, le président ivoirien Alassane Ouattara a été catégorique. Une intervention militaire devient imminente. Un terme doit être mis au coup d'État en Afrique. RFM, la radio de toute l'actualité. Midi 7 minutes et c'est démenti de Maître Eladji Diouf par rapport à une certaine information parue dans la presse de ce vendredi. Selon l'avocat, l'ex-masseuse Adji Sarr se trouve bel et bien à Dakar. Ce dernier, Maître Eladji Diouf, révèle qu'ils se sont d'ailleurs vus hier soir. L'expert électoral Ndiaga Sylla qui se prononce sur la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales, il parle de 2 poids 2 mesures parce que Khalifa Saleh et Karim Wade sont dans la même situation. Selon lui, les deux devraient être radiés d'office des listes électorales en l'état actuel des choses, car la loi pour leur réhabilitation n'est pas encore effective. Ndiaga Sylla avec Eladji Ndiogouyen. La décision de radiation a été prise antérieurement à son arrestation et qu'elle se fonde sur la décision de justice. De ce point de vue, la procédure de radiation est régulière, même si elle me semble inopportune au vu du caractère précaire de la situation de contumace. Aujourd'hui, M. Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall sont dans la même situation, puisqu'une décision de justice leur a déjà fait perdre la qualité d'électeur et que les récentes modifications apportées sur le code ne sont pas encore entrées en vigueur. Dès lors, il ne serait pas insensé de s'interroger sur le sort réservé à la nouvelle demande d'inscription de ces deux personnalités. L'on peut aussi s'interroger sur les conséquences juridiques d'une notification de la radiation faite à la suite de l'arrestation de Ousmane Sonko, suivie de sa déclaration de non-acquiescement. Mais en tout état de cause, une fois la décision de radiation prise et notifiée à l'intéressé, il serait plus judicieux, il me semble, d'exposer les arguments devant le juge du contentieux de l'inscription sur les listes électorales. Et dans ce sillage, l'article L40 alinéa 2 dispose qu'un électeur inscrit sur la liste électorale ne peut être radié sans une décision motivée et dûment notifiée. L'électeur qui fait l'objet d'une radiation d'office dispose d'un délai de 5 jours à compter de la notification écrite pour saisir le président du tribunal d'instance compétent par simple déclaration au greffe ou au chef de la représentation diplomatique ou consulaire. La décision rendue par ces derniers pourrait être déféré en cassation devant la Cour suprême. L'expert électoral Ndiaga Sylla qui répondait plutôt aux questions de Babacar Fall. Ousmane Sonko, justement, qui poursuit toujours sa grève de la faim à l'hôpital principal de Dakar. C'est ce que nous révèle en tout cas un haut responsable du parti PASTEF dissous. Le leader du parti PASTEF proteste ainsi contre sa détention qu'il juge arbitraire et illégale. Il est à son 13e jour de diète. Ousmane Sonko est incarcéré pour plusieurs chefs d'inculpation, dont des appels à l'insurrection et atteinte à la sûreté de l'État, entre autres. Retard récurrent de leur salaire. Les ASP ruent dans les brancards sous le couvert de l'anonymat. Un ASP déclare que leurs conditions de travail se sont détériorées depuis l'arrivée du nouveau directeur général. Ils demandent des explications et exigent le paiement à temps de leur pécule conformément aux directives du chef de l'État. Nous avons modifié la voie pour respecter sa volonté de ne pas se faire identifier. Comme vous le savez, depuis la sortie de M. le Président de la République, qui nous avait notifié que le corps spécial est en cours et qu'il reste quelques réglages, on est à l'écoute du Président de la République.
on se réveille un bon jour pour nous informer qu'il y a une troisième formation, troisième promotion à essayer. Alors que pendant ce temps-là, il y a des radiés, nos confrères, nos frères qui sont radiés depuis leurs 150 éléments et qui attendent à voir jour. Nous aussi, on est à l'écoute de cette corps spécial. Alors on se pose la question à savoir pourquoi vous avez des enfants à nourrir ou bien des enfants à régler leur situation. Vous passez tout cela à recruter de nouveaux promos pendant que vous avez des aspects à régler leur situation. Non content de cela, le pécule qui tarde chaque mois à venir, depuis l'arrivée du nouveau directeur, ça nous pose des questions. Parce que l'ancien directeur, M. Birame Faye, avait réussi à ce qu'on perçoive le pécule le 28, maximum le 1er. Maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? On ne sait pas encore. Les agents de sécurité de proximité donc qui dénoncent leurs conditions de travail. Recrutement de 500 maîtres coraniques dans la fonction publique. Le collectif des Dara au niveau national dénonce une nébuleuse et accuse le ministère de l'Éducation nationale. Serigne Omar Tandian, le président, fustige leur mise à l'écart dans le processus. Il a par la même occasion sollicité l'aide de l'État en vue d'améliorer les conditions de vie des enfants talibés. Ali Matoussar. Ministre de l'Éducation nationale moom depuis bañ ko nommé ba léegi ñun weer wu ne demande d'audience def nañ ko te musuñoo recevoir. Un manque de concertation et de transparence, c'est le constat fait par le président du collectif des Dara national sur le recrutement de 500 maîtres coraniques, Serigne Omar Tandian. Mais ñoom suñu tëjee seen ministère. S'ils font seulement le travail au niveau du ministère, nous à notre niveau, on va se poser des questions à savoir si les personnes choisies ont le bon profil. Est-ce qu'elles ont les qualités pour enseigner? Le recrutement doit se faire dans la démocratie et la transparence, et c'est ce qui fait défaut malheureusement. Il devait être mieux impliqué dans le processus de sélection, dit-il. Ils ont lancé l'appel d'offres pour dire que l'État recrute 500 maîtres coraniques. Et là, tous les Serigne Dara se sont inscrits en ligne. Mais nous aussi, nous devons être impliqués. Nous avons notre mot d'ordre à dire sur le processus. Serigne Omar Tandian est revenu sur la situation des Dara où les conditions de vie et d'apprentissage doivent être améliorées. Nous voulons que les programmes de l'État soient plus répandus. Vous savez, les conditions au niveau des Dara sont mauvaises. Vous allez dans une école coranique et vous voyez 100 enfants qui dorment dans une chambre. Cette situation viole le droit des enfants. La réglementation des Dara urge, ajoute Serigne Omar Tandian, qui demande à l'État du Sénégal à ce que le projet de loi sur la modernisation des Dara soit voté. Diourbel Ali Matoussa, Radio Futur Média. Midi bientôt, 14 minutes. Cette tension autour de l'oignon sur le marché, certains producteurs tirent la sonnette d'alarme et en veulent aux autorités. Ces producteurs estiment qu'il n'est plus possible d'importer de l'oignon de l'Espagne, de la Hollande ou même du Maroc. Souleymane Bassoum, un grand producteur d'oignons établi au Morolan et dans la région de Thiès, regrette cette situation et ajoute que plusieurs tonnes sont stockées dans des magasins au niveau de sa ferme agricole. Il demande à l'État de réorganiser le secteur car pour lui, le Sénégal peut bel et bien être autosuffisant en oignons. Propos tenus en marge d'une tournée du préfet de Tivaouane qui a visité plusieurs périmètres maraîchers dans la zone des Niayes. Cheikh Anta Diop. Cette ferme agricole de Mont-Roland s'étend sur des centaines d'hectares de terre. On y cultive toutes sortes de légumes. Cette année, la production d'oignons a doublé. Souleymane Bassoum, le directeur, a récolté et stocké son oignon dans des magasins. Pour lui, le Sénégal est capable de produire et d'alimenter le marché. Vous avez vu, jusqu'à aujourd'hui en août, nous avons de l'oignon dans le champ. Les 2 mois à combler, c'est facile. Il faut le stockage. Les solutions techniques sont là. Mais qu'est-ce qui nous arrange aujourd'hui, c'est de crier, il n'y a pas d'oignon, on doit importer. Bassoum est catégorique. Les importations ne peuvent plus régler le problème. Moi, j'ai des commandes d'oignons l'année prochaine pour la Hollande. Les Hollandais ont commandé de l'oignon ici, je dois produire. Pour la Hollande et pour l'Espagne de l'oignon. Les Sénégalais sont toujours là. Aujourd'hui, j'écoute la radio. Oui, on attend des bateaux qui viendront de Hollande. Il n'y a rien qui va venir parce que l'oignon aujourd'hui, la Hollande n'a pas produit suffisamment. Au Maroc, il n'y a plus d'eau. Vous n'aurez jamais un oignon qui viendra du Maroc. Tous les puits ont tari. Ils ont tout puisé. Ils ont fait 30 ans, c'est fini. Le préfet de Tivaouane, Mamadou Gueye, en visite dans cette ferme agricole, s'en félicite et demande aux producteurs de copier ce modèle. Des exemples comme ça, si on les réplique dans plusieurs localités du pays, nous pouvons rapidement aller vers l'autosuffisance. Cette tournée économique initiée par le préfet de Tivaouane, Mamadou Gueye, a permis de tâter le pouls de la vie des acteurs économiques qui s'activent
dans le département de Tivaouane. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, à Lompoul également dans la région de Louga, les producteurs affichent un sentiment d'inquiétude face à la hausse du prix de l'oignon. Une hausse qui, selon eux, s'explique par une baisse de la production due à la mauvaise quantité des semences reçues et à l'absence d'unités de stockage. Aliou Bayel Sow, le porte-parole des producteurs de Lompoul, avec Nafissa Ndiaye. Cette année-ci, nous avons noté une note de sécurité et aussi une rareté de la filière oignon, surtout notamment dans la zone des Niayes. Cette année-ci, la production de la seconde campagne, qui considère la campagne de la saison des pluies, était un véritable échec, surtout dans la zone des Niayes. Nous avons noté que la production a carrément baissé. C'est dû aussi peut-être à la mauvaise qualité des semences. Et nous demandons aussi à l'État du Sénégal de veiller à ce que les semences qui sont données aux paysans puissent être des semences de bonne qualité. Et aussi accompagner les producteurs et les paysans de la zone des Niayes en les dotant des chambres froides. Parce que pour nous, il faut impérativement que la zone des Niayes soit dotée de chambres froides pour que les producteurs à l'avenir puissent cultiver, mais aussi puissent garder leur récolte jusqu'à des moments très propices pour les revendre au niveau du Sénégal. Et nous demandons aussi à l'État du Sénégal à ce que les surfaces cultivables ne deviennent pas des champs de mines. Parce que nous avons constaté ici à Lompoul-sur-Mer, surtout dans la zone des Niayes, de Diogo à Lompoul, de Lompoul à Poto, les surfaces cultivables deviennent des champs de mines. Et quand les surfaces cultivables deviennent des champs de mines, les producteurs ne vont plus cultiver. Vraiment, en tant que producteur ici à Lompoul-sur-Mer, nous demandons à l'État du Sénégal de mettre en place une politique agricole vraiment qui va aider la zone des Niayes. Parce qu'aujourd'hui, si la zone des Niayes disparaît, forcément la population du Sénégal va souffrir. Elle va souffrir parce que plus de 70% des produits horticoles viennent de la zone des Niayes. Et face à la situation du marché, donc le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana, a annoncé sur cette antenne, c'était ce matin, dans l'émission Pencho, l'arrivée donc de 7000 tonnes d'oignons aujourd'hui. D'autres 7000 tonnes sont également attendues le 25 août prochain. Situation donc qui va participer à apaiser la tension autour de l'oignon sur le marché. Midi 17 minutes, les changements climatiques et leur lot de conséquences à Palmarin. Les activités économiques des femmes sont menacées. L'érosion côtière a fini de compromettre la transformation et la commercialisation des produits halieutiques. Ajoutez à cela l'exploitation du sel devenue presque impossible à Palmarin. C'est dans le département de Fatick. Aminata Goudiaby. Les produits halieutiques dominent sur les étals du marché central de Palmarin. Presque toutes les femmes qui vivent dans cette commune transforment et commercialisent les produits de la mer, mais ils se raréfient de plus en plus. Clémence Yanden habite au quartier Mbin Mundor. Les changements climatiques nous causent beaucoup de problèmes. Actuellement, on n'a plus de poissons et presque tous les fruits de mer se font rares. Une érosion côtière qui prend de l'ampleur et qui cause beaucoup de dégâts. Les activités des femmes qui tournent autour de la transformation des produits halieutiques et de l'exploitation du sel sont quasiment à l'arrêt. Pierre Nden, président du comité de gestion de la réserve naturelle de Palmarin. Cette montée des eaux se répercute au niveau des sites de puits de sel. Beaucoup de puits de sel qui sont envahis actuellement, qui fait que les femmes sont obligées de remonter vers la partie supérieure. L'ensablement de l'autre côté aussi, ça va jouer aussi dans la mangrove. Il y a aussi les produits halieutiques qui seront menacés. Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest est un projet qui vient apporter une solution à ces difficultés des femmes de Palmarin. Jean-Michel Wallissen, secrétaire exécutif d'Endapronat. Le projet vise à renforcer en tout cas la place de la femme au niveau des instances de gouvernance et décisionnelles dans la planification du développement et particulièrement au niveau de ces zones côtières où les femmes également sont les plus vulnérables. Le projet est mis en œuvre au Sénégal par un groupe d'ONG. Il est financé par le gouvernement canadien pour une valeur de près d'1 milliard de francs CFA. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Le Promojet, projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides, a entamé la construction de 29 points de collecte dans 22 communes de la région de Dakar. C'est dans le dessein d'améliorer le cadre de vie des populations à travers des opérations de nettoiement. Au-delà de Dakar, Saint-Louis, Thiès, Matam, entre autres, sont ciblés. Aminata Ba. Selon le directeur du Promojet, Ibrahima Diagne, ce programme vise à offrir un meilleur cadre de vie en passant par une bonne gestion des déchets solides. 29 points de regroupement normalisés. Donc il fallait qu'on s'assure quand même que la dynamique est bien réelle. Points de regroupement normalisés qui vont être dans les quartiers, qui vont être quand même des infrastructures de proximité au bénéfice des populations, pour permettre aux populations par apport volontaire de sortir le déchet à toute heure et en attendant que les camions puissent passer. Ce projet va toucher 6 autres régions du pays
pays et plus de 750 millions de francs CFA sont débloqués pour la construction de 250 points de collecte, une initiative qui va générer par la même occasion des emplois, annonce Ibrahima Diagne. On voyait ces PRN essentiellement à Dakar, quelques-uns à Thiès, quelques autres à Touba, à Saint-Louis. Il y a 3 jeunes qui vont travailler et l'idée c'est que ces personnes-là soient recrutées dans les quartiers qui accueillent ces points de regroupement normalisés. Ces PRN doivent avoir aussi un impact socio-économique, social par la création d'emplois, mais économique aussi par l'impulsion de la valorisation des déchets. Donc ce qui fait qu'en perspective, nous voudrons dans ces points de regroupement normalisés mettre des bacs différenciés, former les gestionnaires de ces points de regroupement normalisés, accompagner les populations riveraines à travers une dotation en poubelle réglementaire qui va permettre de faire le tri en amont. La première phase du projet de construction des points de regroupement normalisés va être livrée à la fin de ce mois. D'août, Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. C'est avec Georges Déthié. Bienvenue Georges. Merci Barthélémy. La crise au Niger, d'abord l'Union africaine qui exprime son soutien aux décisions de la CEDEAO. Un ferme soutien aux décisions de la CEDEAO qui a décidé donc hier lors d'un sommet à Abuja d'activer et de déployer une force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Dans un communiqué, le président de la commission de l'UA a aussi exprimé ses vives préoccupations concernant la détérioration des conditions du président Mohamed Bazoum, jugeant inadmissible son traitement par les militaires qui l'ont renversé le 26 juillet dernier. Puis selon RFI, une réunion des chefs d'état-major des armées de la CEDEAO est programmée demain samedi à Accra au Ghana après l'activation et le déploiement de la force en attente qui doit restaurer donc l'ordre constitutionnel. Cette réunion fait suite aux recommandations des chefs d'état et de gouvernement de la CEDEAO. Alors, ces décisions de la CEDEAO, comment elles sont perçues à Niamey? Nous avons posé la question à Elia Bossoma, journaliste nigérien. Nous l'avons joint à Niamey. La position de la CEDEAO, elle conforte du point de vue des principes parce que, en fait, elle est tout à fait normale, mais les gens, comme ils ne sont pas habitués à ce contexte qui est un peu tout à fait nouveau, là, ils doutent un peu. Ils pensent que c'est peut-être parce que le fait de parler de l'intervention, en même temps, on parle de dialogue, c'est ça qui fait un peu, en fait, le paradoxe qui est en train d'emballer un peu les Nigériens. Certains croient que ça va se faire, d'autres pas. Les gens sont partagés, mais au niveau de la junte et des opinions furtives que la société, on a l'impression qu'ils pensent toujours que c'est du bluff que la CEDEAO est en train de faire. Et la junte, elle n'a pas encore réagi? Non, sa réaction, elle a été permanente. Elle a une ligne de conduite. C'est de bloquer toute négociation, c'est de ne pas répondre, c'est de se préparer pour l'escalade. Ça a été constant. Elle a toujours refusé le dialogue. Et les populations dans tout cela? Mais la question des populations, vous savez, le Niger, c'est 25 millions d'habitants. Et Niamey, c'est à peu près plus d'1 million et quelques, presque, peut-être même, dans l'excès, c'est près de 2 millions. Vous avez à peine 30 000 qui supposaient qui ont un peu marché pour la junte. Vous pouvez faire l'idée quand même. Et je pense que la majorité des Nigériens, donc qui ne parlent pas, parce que les conditions pour s'exprimer ne sont pas idéales. Donc c'est comme s'ils disent qu'ils ne disent rien comme ça. Parce que l'attaque, au niveau de l'attaque de la CEDEAO, les gens, ils attendent que quand même qu'on mette donc sur la selle le président qu'ils ont choisi. Et donc s'ils étaient pour, ils allaient faire tous les pays pour accepter, pour acclamer. Donc ils ne l'ont pas fait. Mais il y a quand même une occupation des médias, une occupation de la rue qui est organisée de façon à montrer une posture de légitimité. C'est tout. Et nous parlons d'autre chose. Georges, en Afrique du Sud, Jacob Zuma évite de retourner en prison. L'ex-président sud-africain a obtenu une remise de peine. Jacob Zuma avait été condamné à 15 mois de prison pour avoir défié une ordonnance du tribunal de comparaître à une enquête sur la corruption. La remise de peine est approuvée par le président Cyril Ramaphosa. Fatoumbo. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, qui n'a purgé que 2 mois d'une peine de 15 mois de prison ferme prononcée en 2021, a obtenu ce vendredi une remise de peine approuvée par le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, évitant ainsi une décision qui aurait pu le renvoyer en prison. Le commissaire national des services correctionnels d'Afrique du Sud, Mogochi Samuel, a déclaré aux journalistes que Zuma avait comparu pendant environ 1 heure ce matin à l'établissement correctionnel d'Esco dans sa
sa province du KwaZulu-Natal où il avait été détenu en 2021. Il a fait l'objet de procédures administratives avant que la remise ne prenne effet. Les responsables des prisons resteront en contact avec Zouma comme ils le font avec les autres délinquants libérés dans le cadre du processus de remise de peine, souligne le commissaire. Mais le plus grand parti d'opposition du pays, l'Alliance démocratique, a déclaré dans un communiqué qu'il envisageait de contester en justice la décision d'accorder à Zouma la remise spéciale, une déclaration qui pourrait être publiée plus tard. Zouma a été emprisonné en juillet 2021 pour avoir défié une ordonnance du tribunal de comparaître à une enquête sur la corruption. Un emprisonnement qui a déclenché de violentes manifestations au cours desquelles plus de 300 personnes ont été tuées et on craignait que s'il était renvoyé en prison, il pourrait y avoir plus d'émeutes. Libéré pour des raisons médicales au bout de 2 mois, Zouma, 81 ans, conserve une clientèle fidèle au KwaZulu-Natal et dans certaines parties du parti au pouvoir, le Congrès national africain dirigé par son successeur Ramaphosa. En République démocratique du Congo, le parti du président Félix Tshisekedi a exclu 4 de ses membres, Hubert Mukuna, Joseph Likoulia, Jean-Lucien Minga et Augustin Bamba. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social justifie cette décision par une tentative pour déstabiliser l'UDPS et le chef de l'État. Selon Augustin Kabouya, les exclus se sont illustrés dans la dissidence avec pour mission d'affaiblir le parti à quelques mois des élections générales prévues le 20 décembre prochain. Hors du continent, en Syrie, au moins 23 soldats ont été tués dans une attaque contre leur car dans le désert, dans la province de Deir ez-Zor, dans l'est du pays. 10 autres ont été blessés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme cité par l'agence France Presse. L'attaque a été menée par le groupe djihadiste État islamique. À Hawaï, les incendies de forêt de Maui ont tué au moins 55 personnes. Un bilan qui devrait s'alourdir. Des responsables hawaïens ont déclaré que les incendies ont provoqué des destructions dans la station balnéaire de Lahaina qui prendront de nombreuses années et des milliards de dollars à reconstruire. Selon le gouverneur, l'enfer qui a détruit une grande partie de Lahaina en ruine fumante était la pire catastrophe naturelle de l'histoire de l'État, faisant des milliers de sans-abri et rasant jusqu'à 1000 bâtiments. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, la situation au Niger, la CEDEAO privilégie les dialogues, même si l'organisation sous-régionale dit ne pas écarter une intervention militaire. Quelle analyse en faire nos deux intervenants? Moustapha Diouf, magistrat et auteur du livre La CEDEAO entre interétatisme et supranationalité, et René Massiga Diouf, docteur en sciences politiques et relations politiques, et nos deux intervenants donc qui tenteront de répondre à cette question. RFM Sport. Bienvenue, cher Tidiane. Merci à vous, Barthélémy. Du basketball d'abord avec ce tournoi pré-qualification olympique. Les Lions rejoignent Lagos au Nigeria ce vendredi. Oui, il faudra également noter, Barthélémy, que le tournoi débute à partir de ce 12 août. Le Sénégal qui va affronter l'Ouganda, le Nigeria. Voici Mamadou Gueye Pabi, coach adjoint de l'équipe, qui dirige donc l'équipe du Sénégal en l'absence de l'entraîneur titulaire Ngagne Dessagne Diop. On l'écoute. L'équipe nationale a quitté Dakar dans la nuit du 27 au 26 juillet pour la Chine. Nous avons joué 3 matchs amicaux contre des mondialistes. Contre l'Iran, dans un premier temps 85-75 en faveur du Sénégal, contre les Philippines 72-64 en faveur du Sénégal, contre les Philippines encore 63-75. Le tournoi s'est très bien passé, très riche en enseignements des deux côtés du terrain. On a fait un tournoi avec beaucoup de progrès, des joueurs certes qui ont eu leur première sélection, mais qui nous a valu beaucoup de satisfaction des deux côtés du terrain. Voilà, à l'instant donc Mamadou Gueye Pabi en partance pour Lagos, l'équipe donc qui a fait escale à Nairobi, donc c'est au Kenya. AS Ville de Dakar apporte son soutien à Tafa Gueye, qui a démissionné hier de son poste de directeur technique national
En conférence de presse ce matin, son club compte lui confier encore des responsabilités. Soletim assisté ce matin à la conférence de presse. L'AS Ville de Dakar témoigne sa sympathie au technicien Moustapha Gaye après sa démission au poste de directeur technique national. Le président du club de la ville de Dakar, dont Moustapha Gaye est membre, Yatma Diaw. Il a eu à avoir des résultats que personne n'a pu faire dans le basketball national. C'est lui seul qui a eu à faire 2 grands chelems sur le basket en tant que directeur technique national d'un club sénégalais. Il ajoute que la Fédération sénégalaise de basketball n'a pas joué son rôle. Écoutez, quand vous êtes avec des gens qui, dans la douleur, dans l'épreuve, ils vous lâchent, vous ne les sentez pas, est-ce que c'est normal de continuer à travailler avec ces gens-là? C'est ce sentiment-là qui justifie pour moi qu'il dit que il n'a plus rien à faire au niveau de cette fédération. Et là, on le soutient. Le président de l'AS Ville de Dakar interpelle directement le patron du basketball sénégalais. La fédération, je sais l'estime qu'il a pour Tafa Gaye. Ça, moi, je peux en attester. En tant que personne, quand on dirige une structure comme une fédération, il va falloir avoir de la poigne. Et quand même, quand il y a des gens qui font des sorties malheureuses, que tu les remettes dans l'ordre. Sur ce, l'AS Ville de Dakar est prête à redonner à Moustapha Gaye le poste de directeur technique du club. Il est toujours, bien qu'il ne peut pas accumuler les deux, donc il est toujours membre de l'AS Ville de Dakar. Et que comme il a démissionné maintenant de la fédération, il va reprendre sa fonction au niveau du club et voilà. Tout compte fait, le président de l'AS Ville de Dakar, Yatma Diaw, est prêt à jouer les bons offices entre la Fédération sénégalaise de basketball et le technicien Moustapha Gaye. Rappelez juste que, pour l'heure, la Fédération sénégalaise de basketball n'a pas encore fait de communiqué allant dans ce sens. Sodecham Chatiyan, nous parlons de la saison de football 2023-2024. Certains championnats majeurs débutent ce week-end. C'est le cas du championnat anglais dénommé Premier League. Ce vendredi soir, Manchester City, auteur d'un triplé historique la saison dernière, se déplace sur la pelouse de Burnley en ouverture de la saison 2023-2024. Coup d'envoi prévu à partir de 19h. Et puis pour parler justement d'un jour qui risque de quitter le championnat anglais, il faudra noter que l'attente a duré plusieurs heures et le suspense a même été total. Mais après avoir émis quelques doutes, Harry Kane a finalement décidé d'accepter l'offre du Bayern de Munich qui avait trouvé un accord aux alentours de 120 millions d'euros, bonus compris avec Tottenham. Mais il y a un problème puisque les Spurs bloqueraient toutefois son départ pour la Bavière alors que le joueur est prêt à partir. Selon Sky Sport d'Allemagne, Tottenham aurait évoqué son feu vert définitif souhaitant négocier ou alors renégocier certains détails avec le Bayern Munich. Résultat, l'international anglais qui était en route ce matin pour l'un des aéroports de Londres est dans l'attente de l'accord de ses dirigeants pour s'envoler en Bavière. La Ligue 1 française fait son grand retour aussi. Le nouvel exercice du championnat de France débute ce vendredi 11 août du côté de Nice avec une confrontation qui mettra aux prises OGC Nice à Lille. Coup d'envoi prévu à partir de 19h. L'Espagne aussi lance sa saison avec 2 matchs au programme ce vendredi. Un premier choc déjà à partir de 20h entre les Séville et la formation de Valence. Mais un peu avant, à 17h30, Almeria fera face à la formation du Rayo Vallecano. Ouais. Oui, on enchaîne sur autre chose. Hein? Oui, j'enchaîne avec le navette. Oui. Voilà, les phases nationales, voilà, justement, qui vont démarrer aujourd'hui. C'est à Kaffrine, donc Kaffrine qui se prépare d'ailleurs après donc cette 36e édition prévue à compter de ce 11 et cela jusqu'au 27 de ce mois. 80% de l'enveloppe budgétaire a été déjà mobilisée selon le président de l'ONCAV, Amadou Kane, qui s'est entretenu avec notre correspondante dans la capitale du Ndoukoumane, Naya Obeya. Plus de 10 000 personnes sont attendues à Kaffrine. Toutes les dispositions ont été prises pour une bonne réussite de ces phases nationales. Amadou Kane est le président de l'Organisation nationale de coordination des activités de vacances, ONCAV. Dans chaque région, nous avons pris un superviseur. Ce sont les arbitres qui ont accepté d'être avec nous qui le détermine. Aujourd'hui, nous pouvons dire que dans toute la région, nous avons réservé tous les hôtels, toutes les chambres meublées pour les équipes. Comme on a l'habitude de faire, c'est dans des écoles. Mais il y a un minimum de conditions pour ces écoles-là. Et pour la sécurité, 50 éléments du groupement mobile d'intervention vont être mobilisés. Pour ce qui concerne la police, c'est Kaffrine et Koungheul. La sécurité, ce n'est pas seulement par rapport aux manifestations sportives. C'est par rapport à la ville, pour que la sécurité soit assurée pour tout le monde. Et donc c'est pourquoi je voudrais dire aux personnes mal intentionnées que nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ça puisse se passer dans de bonnes conditions. L'aspect culturel et les autres disciplines sportives vont être aussi prises en compte. Nous avons décidé d'organiser l'athlétisme. On va organiser aussi la lutte.
sans frappe. Chaque région aura amené 3 catégories. Au-delà de cela, on va ouvrir des jeux de dames. Donc ce que nous voulons est que, s'il plaît au bon Dieu, du 11 jusqu'au 27, que Kaffrine soit l'attraction du Sénégal et du monde. La cérémonie officielle est prévue ce samedi en présence du Premier ministre Amadou Ba. Kaffrine, Ndeye Awa Beye, Radio Futur Média. Ndeye Awa Beye qui met un terme à cette page de sport. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. Presse du jour. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Yewwi Askan Wi vole en éclats. Entre Ousmane Sonko et Khalifa Sall, la messe est presque définitivement dite exclue de la coalition Taxawu Dakar réagit. Et c'est un des lieutenants de Khalifa qui va au charbon. Son nom, Barthélémy Diaz, qui dit ses 4 vérités à Procès Compagnie. Dans Yewwi, il y a les uns, les autres et les etc. Khalifa ne peut pas être exclu de la coalition qu'il a lui-même créée. On n'a jamais vu un locataire qui exclut le propriétaire de la maison. Dans l'As, Barth qualifie les militants de passifs, de traîtres et de haineux avant de leur souhaiter bon vent après leur départ de la municipalité. Pour le quotidien, c'est le mortal combat dans les rangs de Yewwi. En fait, le journal y voit un conflit d'intérêts entre Khalifa et Sonko. Le Soleil qui s'intéresse à l'affaire, chose rare pour être relevé, trouve que l'opposition se déchire. Barth qui solde ses comptes avec ex-Pastef qualifie de torchon le communiqué actant l'exclusion de son mentor de Yewwi. Libération remarque que le maire de Dakar s'est défoulé hier grave sur Pastef et Yewwi. Yewwi des traîtres à Abbas Fall et compagnie. Il dit: vous avez fait vos bêtises et vous voulez les faire porter à Taxawu. La danse des charognards ne prospérera point. Et Barthélémy de se faire plus précis dans l'Observateur sur les uns et les autres et les etc. Les uns, selon lui, ce sont les membres fondateurs de Yewwi. Les autres, ce sont ceux qui Khalifa soit candidat, qu'il soit réhabilité et qu'il a même inscrit dans la charte de Yewwi qui à la fin change de décision. Selon enquête, Yewwi Askan Wi est à l'épreuve tout simplement de la réelle politique, du réalité qui gouverne l'essentiel des partis politiques au Sénégal. Le journal y voit aussi les choses trappes de Macky Sall. Yewwi, un compagnonnage bref, intense et heurté. L'Observateur informe par ailleurs que ex-Pastef fait face à la bataille des recours pour excès de pouvoir après la dissolution de son parti. Selon le confrère, c'est plutôt mal parti pour Procès Compagnie. Le recours pour excès de pouvoir ne suffit pas pour suspendre l'exécution de l'acte, analyse un spécialiste du droit dans le journal. Pour Rewmi Quotidien, Ousmane Sonko en vérité est envoyé par les gladiateurs sur le tapis. Présentement, il ne tient presque plus. Placé en détention, son parti dissous, ses proches arrêtés, sa candidature empêchée, ses moyens juridiques ignorés, le maire de Ziguinchor mal en point. Le journal de se demander alors si Prost va se relever après ces épercutes. En tout cas, pour le moment, la justice fonce droit sur ex-Pastef. Selon Libération, une autre militante de Pastef a été arrêtée. Son nom, Nafiyan, dit Yayou Serigne Saliou, interpellé à son lieu de travail. Hannibal Dim, lui, a été évacué à l'hôpital principal de Dakar, énonce encore le journal Libé. Au sujet des manifestations de mars et juin 2023, le journal Observateur informe que le doyen des juges a fini de boucler le dossier des manifestants. 22 dossiers, 162 inculpés, dont 24 déjà envoyés en jugement. 2 dossiers de 12 personnes, relève encore le journal. Dans le journal Source, enquête ouverte au sujet de l'attaque contre l'ambassade du Sénégal à Genève. C'est en Suisse. L'ambassade donc a été attaquée, souvenez-vous, le 3 août dernier. Ses bureaux vandalisés. La justice suisse traque les auteurs de l'assaut survenu ce 3 août donc. Le département des institutions et du numérique, la police, le centre des opérations et de la planification de la brigade de sécurité diplomatique sont mises à contribution. Plusieurs consulats sont actuellement fermés aux États-Unis et en France. Milan et Naples viennent de rouvrir leurs portes. Informe encore le confrère en première page du journal Libération. Après sa suspension par l'ordre des avocats, maître Elhadji Mamadou Ndiaye arrêté, membre de Taxawu Sénégal et maire de Thiaroye-sur-Mer. Il est impliqué selon le confrère dans une affaire d'escroquerie portant sur 3 milliards de francs CFA. Et puis sport pour boucler en première page du journal Stade quotidien, le championnat d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite après un mercato record, le championnat donc débute sur les regards du monde. Le confrère pointe les grands noms du foot mondial arrivés cet été. Il s'agit de Benzema, de Mahrez, de Sadio Mané, de Firmino ou encore de Kalidou Koulibaly. Le confrère vous dit tout au sujet donc de ces stars qui ont choisi de jouer donc en Arabie Saoudite.
Mendy, le gardien de but sénégalais, fait ses grands débuts avec Al-Ahly ce soir. Al-Ahly Al-Azem, duel des promus en ouverture. Dans le journal Sunu Lamb, le combat Gris-Bordeaux-Ama Baldé maintenu au premier top prochain. Le CNG déboute face et reste donc catégorique selon mon confrère. Bonne lecture. Bonne lecture, Mohamed Ali Mouba. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au dernier point de cette édition. Point de vue donc sur la situation au Niger, la CEDEAO qui privilégie les dialogues, même si l'organisation sous-régionale dit ne pas écarter une intervention militaire. Alors, quelle analyse en faire pour en parler? Nous sommes avec Moustapha Diouf. Monsieur Diouf, bonjour. Allô, Monsieur Diouf? Il n'est pas encore en ligne. René Massiga Diouf, lui, est en ligne. Monsieur Diouf, bonjour. Oui, bonjour Barthélemy. Vous êtes docteur en sciences politiques et relations politiques. Alors, je vous donne tout de suite la parole. La situation au Niger avec la CEDEAO qui n'écarte pas une intervention militaire, même si l'organisation sous-régionale privilégie encore la voie du dialogue. D'abord, une intervention militaire au Niger serait-elle, selon vous, une bonne option? Bonjour Barthélemy, bonjour à tous. Il est clair que dans le contexte sous-régional ouest-africain d'aujourd'hui, il va être extrêmement difficile de considérer que cette option militaire pourrait être la meilleure façon de faire face à la crise que traverse le Niger. Inutile de rappeler que nous sommes dans un contexte sécuritaire extrêmement fragile à travers des États qui sont plus ou moins touchés, soit par le terrorisme, soit par des difficultés liées même à la stabilité de leur système politique interne. Et donc intervenir va peut-être davantage accroître les difficultés liées à cette même stabilité. Donc on ne peut pas considérer que c'est une bonne option. Néanmoins, la CEDEAO, il faut le dire, est depuis quelques années, et ça date de pratiquement 20 ans, dans l'affirmation d'un projet politique global. Donc il s'inscrit dans la perspective de faire en sorte que les pays de l'Afrique de l'Ouest puissent s'insérer dans une dynamique de stabilité, mais aussi une dynamique qui puisse leur permettre d'aller de l'avant, notamment en termes de cohérence par rapport à la définition des politiques de développement, adossées à des systèmes politiques plus ou moins solides. Néanmoins, on constate aussi à ce niveau que ce n'est pas toujours le cas. Il y a toujours des failles, des limites qui sont considérées par rapport à ce projet politique. Et donc, si aujourd'hui la CEDEAO peut parler d'une intervention militaire valable et qui peut s'avérer légitime aux yeux de certains, c'est parce qu'il y a eu dans le passé aussi des précédents, des exemples, en tout cas de cas dans lesquels la CEDEAO est intervenue et ça a permis un peu un retour à l'ordre constitutionnel. Alors vous semblez soutenir en tout cas, l'idée d'une intervention militaire. Mais le Niger, on le sait, c'est à la limite un bouclier dans la lutte contre le terrorisme. On a vu ce qui se passe au Mali, au Burkina, entre autres. Au cas où le Niger bascule, quelles pourraient être les conséquences? Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences à ce niveau? Il ne s'agit pas, à travers mon propos, de soutenir l'action envisagée par la CEDEAO au Niger, l'action militaire. Non, loin s'en faut. Je crois que la CEDEAO a donné comme ultime recours l'action militaire. Pour l'instant, la diplomatie aussi essaie de jouer sa partition. Néanmoins, il faut reconnaître que les nouvelles autorités nigériennes ont pratiquement fermé la porte au dialogue, surtout pour ce qui concerne les institutions, aussi bien régionales, africaines que multinationales. Je parle de internationales. Je parle de la CEDEAO en premier, mais aussi de l'Union africaine et de l'ONU. Il y a une mission multipartite qui devait séjourner pour 2 à 3 jours au Niger et qui n'a pas pu le faire. Et pourtant, au même moment, on a vu par exemple que la solidarité entre les pays qui sont dirigés par des soldats, par des militaires, en tout cas, est de taille actuellement. Et donc, on a pu autoriser que des autorités maliennes puissent séjourner au Niger. Donc, loin s'en faut. Donc, je crois que on ne peut pas, si on habite un tel espace gangréné par l'insécurité, on ne peut pas soutenir quand même une intervention militaire qui en rajouterait davantage à l'insécurité. Donc, c'était important de préciser cela. Néanmoins, comme vous le disiez, moi, je crois qu'une intervention militaire engendrerait énormément de difficultés. Et là, je voudrais citer, par exemple, un général, le général Yakovlev, Michel Yakovlev, qui est un spécialiste des questions de sécurité, qui disait que, par exemple, l'option militaire change les problèmes mais ne les résout pas. Donc il y a là peut-être un problème qui va nécessiter une intervention militaire, mais au fond,
quelles sont les conséquences que ça va engendrer? Est-ce qu'en termes de coûts et d'opportunités, qu'est-ce qui pèse le plus sur la balance? Est-ce que l'intervention qui va avoir des conséquences, est-ce continuer la voie de la médiation si, par exemple, il y a les portes des autorités du Niger qui sont encore ouvertes pour une telle initiative? D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. En tout cas, la CEDEAO privilégie encore, René Massiga Diouf l'a annoncé tout à l'heure, l'Union africaine qui dit soutenir en tout cas les décisions de la CEDEAO. Les chefs d'état-major de la CEDEAO se réunissent à nouveau demain à Accra. Est-ce que vous voyez l'opportunité d'intervenir militairement au Niger? Oui, je commence d'abord par une précision. J'interviens comme docteur en droit qui peut parler un peu des questions techniques sur l'intégration africaine et non en tant que magistrat. Hein. Ok, d'accord, c'est clair. Donc, la CEDEAO avait dans un premier temps opté pour l'intervention et tout récemment, le jeudi dernier, elle a préféré privilégier le dialogue sans toujours abandonner l'intervention. Mais à mon avis, c'est une sage décision. Mais il vaut mieux abandonner carrément l'intervention militaire pour deux raisons au moins. D'abord, les légalités qu'il faut recevoir pour pouvoir intervenir sont difficiles à réunir. Parce que la CEDEAO doit d'abord se conformer au chapitre 8 de la Charte des Nations Unies. Parce que les Nations Unies ont, le Conseil de sécurité des Nations Unies a le monopole de l'intervention armée. Mais à travers ce chapitre-là, les organisations régionales peuvent intervenir, mais sous son onction. C'est-à-dire sur son autorisation quand on revisite un peu les articles 52 à 54 de cette charte. Ensuite, au niveau du Nigeria, le pays qui a la forte armée, qui a le plus de moyens aussi, doit régler son problème de légalité interne parce que l'armée nigérienne ne peut intervenir sur ce théâtre-là qu'avec l'autorisation du Sénat. Bon, on sait qu'il y a eu un précédent avec une violation de cette disposition nationale-là, mais à l'heure actuelle, puisque le président, là, il vient de s'installer, je ne vois pas bien comment il va avec l'opposition du Sénat, comment elle va intervenir. Mais l'autre raison qui fait que l'abandon de l'intervention est mieux, à mon avis, c'est que traditionnellement, on sait qu'on ne peut pas soigner un mal par un autre mal. On se souvient, Luqman 150 disait à son fils que, à preuve, prenez un feu et allumez-le à côté d'un autre feu. L'un des feux ne pourra jamais éteindre l'autre. Alors, ce qui signifie que c'est le mal, c'est le bien qui éteint le mal. Cette intervention-là peut avoir des conséquences assez fâcheuses. D'abord, elle peut envenimer la situation interne, c'est-à-dire donner de nouveaux moyens d'organisation à un djihadisme déjà métastasé à travers le Sahel. Et par rapport à l'intervention externe aussi, par exemple, je pense un peu à la France, les États-Unis sont plus peut-être incertains, l'Algérie aussi. Mais tout cela fait que par rapport aux armées aussi qui ont décidé d'un soutien au Nigeria, comme le Mali, le Burkina et la Guinée, tout cela envenime la situation interne et constitue un désastre non seulement pour l'État du Niger, mais aussi pour la population. En tout cas, la junte au pouvoir au Niger a clairement dit qu'une éventuelle intervention serait considérée comme une déclaration de guerre. Comme une déclaration de guerre, et l'armée, comment on dit ça encore, le Conseil national de soutien au patriotisme a déjà des soutiens clairs. Et tout cela, comme je l'ai dit, le Niger était déjà projeté par le FMI à une croissance de 6,9%. Et on attendait de doubler presque cette croissance-là en 2024. Mais la question est de savoir quel intérêt aujourd'hui pour la CEDEAO d'intervenir militairement au Niger. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que la CEDEAO n'a aucun intérêt à intervenir parce que d'abord, les interventions, de même que les sanctions,
ont rarement réglé des problèmes de constitutionnalisme dans l'ordre interne des États. En dehors des cas isolés de la Gambie et du Sierra Leone, je ne vois pas où est-ce que l'intervention là a pu régler des problèmes. D'accord. Ouais. De même que les sanctions qui ne sont ressenties essentiellement que par les populations et les dirigeants. D'accord. Donc ça va poser problème pour les populations dont la situation de pauvreté va augmenter, mais au niveau aussi de l'État du Niger qui va voir sa croissance et son développement arrêter. Et ça risque de profiter aux terroristes. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Diouf. Aux terroristes, mais ça risque aussi de tirer encore le Niger vers le bas et rester encore une économie à la périphérie. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'un État africain de la CEDEAO prend un envol pour l'émergence, il y a toujours un problème d'insécurité, de guerre interne ou externe qui surgit. Qui vient plomber tout cela. Et qui retourne l'État au niveau de pauvreté. D'accord. Pour cela aussi, la CEDEAO doit réfléchir là-dessus pour savoir qu'il n'y a aucun intérêt à revenir à chaque fois en arrière, à tout moment où on pressent des signes d'émergence. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Diouf. René Massiga Diouf, aujourd'hui, au cas où la CEDEAO arriverait à intervenir militairement, dans quel cadre ou même comment épargner les ressortissants des pays voisins qui commencent déjà à afficher un sentiment d'inquiétude? Oui, moi je crois que concernant les ressortissants de bien des pays, chaque nation peut s'occuper de l'évacuation de ses ressortissants si la situation l'exige. Je crois que pour l'Occident, ça a déjà commencé avec un certain nombre de pays, dont la France par exemple. Oui. Et pour l'Afrique de l'Ouest aussi, il y a les Sénégalais qui sont au Niger, surtout à Niamey, qui commencent à se manifester pour que nos autorités puissent les prendre en charge du point de vue de l'évacuation naturellement. Maintenant, bon, moi je voudrais revenir un peu sur la question. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour la CEDEAO d'intervenir au Niger? Moi je crois que dans un premier temps, peut-être qu'il ne s'agit pas d'une intervention, nous l'avons dit, mais est-ce que la CEDEAO doit rester les bras croisés et regarder par exemple les soldats qui doivent défendre l'intégrité territoriale de nos États parce qu'ils ont des armes, parce qu'ils ont des outils modernes, mais stopper, en tout cas arrêter les processus démocratiques. Ça, c'est une question qu'on se doit poser. En tout cas, beaucoup de pays sont tombés dans ce coup-là. Absolument. Et donc, moi, je crois que le phénomène risque de s'étendre. Et donc, le projet politique dont je parlais de la CEDEAO depuis plusieurs années, mais est de faire en sorte, par exemple, qu'il puisse y avoir davantage de stabilité pour marcher encore plus vers le développement. Et donc, je crois que c'est ça qui a été le levier, en tout cas, le plus important pour les pays de la CEDEAO dans leurs interventions au niveau des États. C'est vrai qu'il y a des faiblesses. Par exemple, on aimerait avoir une CEDEAO qui soit beaucoup plus présente dans les processus démocratiques, par exemple, sur les questions de justice dans nos États, sur les questions liées un peu aux élections et non pas seulement les résultats des élections. Ça, on aimerait davantage. Mais je crois que la CEDEAO doit davantage intervenir pour mettre un terme, pour que, par exemple, les processus démocratiques puissent suivre leur cours. Et puis, bon, concernant les leviers juridiques sur lesquels, par exemple, pourrait s'appuyer la CEDEAO pour intervenir. Je rappelle que la CEDEAO est intervenue dans pas mal de pays, donc depuis la Sierra Leone, le Libéria et aussi la Guinée-Bissau. Dans un premier temps, bon, c'est vrai que les textes ne sont pas clairs. Il y a souvent une anticipation de la CEDEAO sur les textes, parce qu'en vérité, il y a beaucoup de boulot qui font que, du point de vue spécifiquement politique, la CEDEAO ne dispose pas d'outils pour réglementer. Malheureusement, René Massiga Diouf, nous sommes rattrapés par le temps. En tout cas, vous allez poursuivre le débat tout à l'heure dans le journal de 13h. Moustapha Diouf, en quelques secondes, quel serait maintenant le sort pour le président Bazoum? Bon, le sort du président Bazoum, je ne peux pas en juger. Parce que dans tout ce qu'on en sait, c'est que la junte militaire dit qu'il est en sécurité et on sait aussi qu'il n'a pas encore formellement démissionné. Voilà, donc je ne veux pas dire grand-chose sur son sort, mais tout ce qu'on sait, c'est que privilégier le dialogue, le règlement pacifique de la situation est préférable à une intervention. D'ailleurs, l'intervention d'une organisation régionale comme la CEDEAO
au regard des textes des Nations Unies, c'est qu'il faut, les Nations Unies imposent de chercher d'abord un règlement. Un règlement, d'accord. Avant toute intervention. Je vous disais tout de suite qu'il y avait des légalités à remplir, mais il y a aussi que le CEDEAO, pour intervenir, doit prendre la décision par consensus. Par consensus, d'accord. Malheureusement, Moustapha Diouf, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Moustapha Diouf, on va poursuivre le débat dans le journal de 13h. Merci en tout cas à vous. Moustapha Diouf, auteur du livre La CEDEAO entre interétatisme